retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. En plus, ce fut un week-end prolongé parce que c'était le week-end du 15 août, donc vendredi c'était férié. Donc j'ai eu un week-end de 3 jours. C'était trop bien, pardon, parce que du coup, j'ai pu bien lire. Et je vous ai parlé de mes lectures dans le précédent vlog. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai lu ce week-end, n'hésitez pas à aller le voir, hein, bien évidemment. Et puis c'est toujours bien de faire les choses dans l'ordre pour ne pas vous spoiler. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à aller voir mon précédent vlog. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas. Et dans ce fameux vlog que je viens de conclure à l'instant, d'ailleurs, je vous parlais de ma lecture en cours que je trouve trop bien et que j'ai bientôt fini et que j'ai hâte de terminer parce que j'ai hâte de connaître le coupable de ce livre. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman sans doute de littérature noire, vu qu'il y a un coupable, donc un meurtre, ou peut-être un vol, je ne sais pas. C'est vrai, dans le fond, un coupable, vous pouvez être coupable de vol, de meurtre, de kidnapping. Ouais, c'est vrai, dans le fond, on n'est pas toujours coupable de meurtre. Hein. Mais bon, dans le cas qui vous intéresse et dans mon cas présent, c'est bien le coupable d'un meurtre. Donc, du coup, c'est un livre, vous l'aurez compris, que j'ai bientôt terminé. Un livre, vous l'aurez compris, de littérature noire. Mais de quel genre? Suspense. Il s'agit d'un Cozy Mystery parce que je suis en train de lire le deuxième tome de la saga La Demoiselle et le Mousquetaire, Meurtre sur mesure de S.D. Fisher. Donc La Demoiselle et le Mousquetaire, donc c'est une saga auto-éditée par donc S.D. Fisher qui met en scène donc une demoiselle, vous l'aurez compris, qui est Joséphine, qui est fille de médecin. Donc elle fait partie de la bourgeoisie et elle est un petit peu rebelle, elle est un petit peu hors norme, hors cadre, parce que donc elle est fille de médecin, elle a beaucoup d'intérêt pour le travail de son père, elle lit énormément sur le sujet et elle aide parfois son père dans son cabinet de médecine et donc elle a toute cette connaissance un petit peu, elle pourrait clairement être infirmière ou aide-soignante ou même clairement médecin, hein, vu l'intérêt et les connaissances qu'elle acquiert au fur et à mesure de ses lectures. Et donc c'est une demoiselle relativement têtue. Et en face d'elle, on a donc le mousquetaire qui s'appelle Jérôme de Faucon de Montessan, qui est comte et mousquetaire du roi, qui lui donc fait partie de la noblesse, qui a un rôle beaucoup plus officiel donc en tant que mousquetaire. Hein, et ils vont se croiser dans le premier tome, faire équipe pour résoudre un meurtre. Et on va les retrouver comme ça tout au long de la saga pour collaborer, faire équipe pour résoudre d'autres enquêtes. En l'occurrence, dans ce deuxième tome, c'est également un meurtre. Avant de vous parler du résumé, une autre petite indication à propos de ce Cozy Mystery qui est intéressant à savoir. Donc je vous ai parlé d'une demoiselle faisant partie de la bourgeoisie, d'un comte faisant partie de la noblesse qui est également mousquetaire du roi, parce que oui, ce Cozy Mystery ne se passe pas au XXe siècle, ne se passe pas non plus au XIXe siècle, mais il se passe sous le règne de Louis XIV. Donc on est vraiment plongé dans l'histoire avec un grand H, avec ce Cozy Mystery, et moi je trouve que c'est trop bien, moi qui suis historienne de l'art, fan d'histoire bien évidemment, hein, l'histoire de l'art et l'histoire ça ne fait qu'un, mine de rien, je trouve que c'est vraiment trop bien d'avoir un Cozy Mystery qui se déroule dans cette période historique, d'autant plus que moi j'aime, en plus d'aimer les romans de la littérature noire, j'aime également parfois les romans historiques, lire en tout cas des romans historiques, et si je peux avoir un policier, un polar, un thriller ou un Cozy Mystery qui se passe dans le passé plutôt lointain, ça ne peut que me plaire, donc je suis ravie d'avoir croisé le chemin de cette saga. Alors, dans ce deuxième tome, on va, donc en fait il y a Joséphine, sa sœur et son père qui vont aller chez un couturier parce que voilà, il faut des nouvelles robes aux demoiselles pour leur nouvelle saison. Et le couturier en fait va malheureusement être retrouvé par son assistant mort dans son bureau avec des ciseaux plantés dans le dos et il aurait été poignardé à de nombreuses reprises. Et donc le père de Joséphine, heureusement qu'il est là, hein, parce qu'il est médecin, donc il va pouvoir aller constater la mort du malheureux et également faire les premiers constats pseudo de médecine légale, hein,
si on peut parler de médecine légale à l'époque. Et donc Joséphine, elle va en profiter pour accompagner son père et remarquer qu'effectivement c'est un meurtre. Et elle va commencer à essayer de trouver quelques petits indices qui pourraient la mettre sur la piste du meurtrier de ce couturier. Parce que Joséphine, elle aime bien en fait. Elle avait dans le premier tome déjà enquêté sur le meurtre donc survenu dans le premier tome. Je ne vais pas trop vous en parler pour ne pas vous spoiler. Et de toute manière, je vous ai déjà parlé de ce tome dans une de mes précédentes vidéos, même plusieurs précédentes vidéos. Donc je vous les mettrai dans le petit juste ici si vous souhaitez aller les voir, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur ce premier tome. Mais bon, bref. Donc Joséphine avait déjà enquêté de manière un petit peu par hasard sur un meurtre dans le premier tome, et en fait ça lui avait énormément plu parce que à l'époque les femmes elles n'avaient pas grand chose à faire, surtout elles ne pouvaient pas travailler, elles ne pouvaient pas vaquer à des occupations autres que peut-être la lecture, la couture, la broderie, etc. Et donc en fait Joséphine, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout faite pour les tâches qui sont normale pour une fille de son âge à cette époque. Et donc elle avait adoré enquêter, et en fait elle a remarqué qu'elle elle était faite pour ça, quoi, pour enquêter. Enfin bref, ça lui plaît énormément, et donc là elle saute vraiment sur l'occasion pour avoir une distraction et pouvoir donc démasquer le meurtrier. Et au moment en fait où on découvre le corps du malheureux couturier, il y a également un valet qui est présent, et le valet c'est bien évidemment le valet du fameux Jérôme, comte et mousquetaire du roi. Et donc il va avertir son maître qu'il y a eu un meurtre, et qu'en plus Joséphine était présente, et donc Jérôme va proposer... Bon, au début, il va dire à Joséphine, ne vous occupez pas parce que c'est dangereux, et puis vous êtes qu'une femme. Et elle va faire, non, pas du tout. Et attendez, on avait bien fait équipe là dans la première enquête et ça s'était bien passé. Et c'est grâce à moi qu'on a découvert le meurtrier, donc on va faire équipe. Et donc lui, là, oui, allez, on va faire équipe. Et en plus, comme le couturier était engagé par pas mal de personnes de la noblesse, Joséphine, elle fait partie de la bourgeoisie, Jérôme, lui, fait partie de la noblesse, et donc du coup, grâce à Jérôme, elle va pouvoir rencontrer les clients du couturier pour pouvoir continuer son enquête et découvrir qui est le coupable. Et donc on va de nouveau avoir la demoiselle et le mousquetaire qui vont collaborer pour découvrir qui a tué le malheureux couturier. Alors, je pense que vous le voyez à ma tête, vous voyez un petit peu à mon engouement. C'est un livre, c'est une lecture qui se passe très très bien, parce que sinon je ne ferais pas cette tête, j'aurais pas ce sourire. Je trouve que même ce roman est au-dessus du premier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais celui-là, je trouve qu'il est encore mieux. Il est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dynamique. Il y a beaucoup moins de répétitions, je trouve, au niveau de tout ce qui est réflexion de Joséphine par rapport à l'enquête. Dans le premier tome, on était dans un huis clos. Ici, on n'est pas dans un huis clos, donc il y a cette dynamique aussi que les personnages voyagent beaucoup plus, ils font beaucoup plus de choses, donc c'est véritablement beaucoup plus haletant. Donc je trouve ça vraiment chouette. L'enquête est également intéressante. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup Joséphine qui est relativement têtue. J'aime beaucoup Jérôme qui est assez hautain. Je trouve qu'ils forment un super duo. C'est un petit peu le choc des cultures entre les deux, mais je trouve qu'ils matchent bien en fait. Ils sont ultra compatibles. Et ils matchent bien ensemble. Et alors ce que j'adore aussi dans ce Cozy Mystery, c'est qu'il y a une pointe de romance. Voilà, forcément, entre Joséphine et Jérôme, et je trouve que leur duo fonctionne vraiment vraiment bien ensemble, et comme il y a une pointe de romance, moi ça me plaît, j'aime bien un petit peu les romans, les histoires comme ça, les petites histoires d'amour. On est vraiment là dans un slow burn, vraiment ils prennent leur temps, mais je trouve ça trop bien, parce qu'en fait c'est un petit peu comment dire, leur relation c'est un petit peu pas je t'aime moi non plus, mais en fait ils sont... non, mais vous êtes insupportable, mademoiselle, je vous déteste. Et puis finalement, tu sais très bien qu'en fait, il la trouve, oui, certes insupportable, mais il la déteste pas, quoi. Et pareil, Joséphine, de l'autre côté, monsieur, vous m'exaspérez, bien vite que vous partiez. Et puis après, quand il part, elle est là, mais non, mais Jérôme, enfin, voilà, il y a quand même un sentiment... amoureux naissant entre les deux, bien qu'ils se détestent entre guillemets, et c'est trop chouette. Enfin, j'aime beaucoup cette dynamique un petit peu de...
enemy to lover, mais on n'est pas vraiment dans le trope enemy to lover, mais ces personnages qui collaborent, qui s'exaspèrent entre eux, mais qui finalement développent des petits sentiments amoureux. Voilà, j'aime beaucoup et je trouve que c'est très très bien distillé ici dans ce roman, dans cette saga, et j'adore en fait. Et donc j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de voir l'évolution de leur relation, aussi bien professionnelle, entre guillemets, que amoureuse. Là où j'en suis, je suis à la page 241 sur 291, donc il me reste une petite cinquantaine de pages. J'ai hâte de voir le dénouement, parce que je n'ai pour l'instant aucune idée de l'identité du coupable. Je suis vraiment bien baladée par l'autrice. J'ai plusieurs suspects, j'ai plusieurs mobiles, et encore des mobiles qui sont pas nécessairement clairs dans ma tête. Donc j'ai hâte de voir comment elle va démêler tout cet échafaud de nœuds, comment elle va... qui va être le coupable, comment est-ce qu'il a fait les choses et quelles sont ses motivations, parce que pour l'instant j'ai vraiment aucune idée, donc j'ai hâte de savoir. Je trouve également que ce roman est très drôle. Il y a... Enfin très drôle, non, je ne rigole pas non plus à gorge déployée. Je trouve par exemple Magritte et Georgette beaucoup plus drôle que cette saga-ci. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain humour. La plume est quand même teintée d'humour. Je trouve ça très frais, je trouve ça très agréable. Je suis vraiment bien dans ma lecture et je suis contente d'avoir croisé donc l'autrice. C'était complètement par hasard au salon Le Livre à Metz en 2024. En fait, je suis passée devant la section des livres auto-édités et je suis vraiment tombée amoureuse des couvertures des livres parce que je trouve que le travail éditorial, auto-éditorial, est très très bien fait. J'adore les couvertures, j'aime bien le format, j'aime bien oui, j'aime bien l'objet livre, quoi. Et je suis vraiment contente d'être tombée sur cette autrice parce que je prends beaucoup de plaisir à lire cette saga et je pense que je n'aurais jamais croisé son chemin si je n'avais pas croisé le chemin de l'autrice au salon Le Livre à Metz. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir et j'ai hâte de connaître du coup la fin. Écoutez, là-dessus, moi je vais aller lire et je vous dis donc à plus tard. On est samedi et je viens continuer cette semaine de vlog avec un update lecture parce que j'ai terminé le deuxième tome de La Demoiselle et le Mousquetaire, Meurtre sur mesure. Donc la dernière fois que je vous avais pris, je pense qu'il me restait 50 pages. Donc autant vous dire que ça m'a fait la soirée. Hein. Franchement, c'était bien. Globalement, c'était une bonne lecture. Après, c'est vrai que la fin, je suis convaincue par le dénouement, l'identité du coupable, etc. Parce que j'ai trouvé que c'était très logique, j'ai trouvé que c'était bien cherché. J'ai été convaincue en fait par l'explication, le mobile, etc. Du coupable. En revanche, je trouve que c'est un petit peu... alors pas sorti de nulle part, mais disons que l'autrice, je trouve, n'a pas laissé assez d'indices dans le récit pour que nous, en tant que lecteurs, on puisse trouver l'identité du coupable. Elle a un petit peu ce dénouement un peu à la Agatha Christie où en fait l'enquêteur principal, donc là en l'occurrence c'est Joséphine, va réunir tous les potentiels coupables, tous les suspects dans une pièce et elle va faire comme Hercule Poirot, elle va expliquer un petit peu son raisonnement, comment est-ce qu'elle en est arrivée à l'identité du coupable et quel est le mobile de ce coupable, et puis le coupable va dire oui bien sûr c'est moi, nanani nanana, etc. Mais je trouve qu'en fait, même si la logique de Joséphine était intéressante et cohérente et que la manière dont elle a deviné le mobile était également cohérent et réaliste, on va dire ça comme ça, je trouve que le mobile et l'identité du coupable sont un petit peu sortis out of nowhere. Parce que finalement, toute l'enquête, à part, oui, peut-être 2 éléments qui sont évoqués mais ultra rapidement à 2 moments donnés du récit,
si on est vraiment attentif, oui, ces deux éléments auraient pu nous mettre sur la piste, mais c'est tellement anecdotique par rapport au reste de l'enquête de Joséphine, par rapport au reste des questions qu'elle a posées aux différents suspects, etc., que je trouve, voilà, c'est satisfaisant, mais bon, attendez, je vais aller fermer la porte de ma chambre, parce que comme vous pouvez voir, il y a le coucher du soleil, le reflet, et en fait, ça m'éblouit un petit peu, j'ai pas envie d'avoir une migraine, je reviens tout de suite. Voilà, désolée, mais en fait, comme je suis quand même relativement très photosensible, ça me gêne vraiment ce genre de luminosité comme ça le soir, et comme souvent le soleil comme ça, en fait, ça me déclenche des migraines ophtalmiques. J'ai pas trop envie là d'en avoir une parce que ça fait 2 week-ends d'affilée que j'ai des migraines, et je vous avoue que ça gâche clairement le plaisir, donc voilà. Bref, revenons donc à mon avis final sur le deuxième tome de La Demoiselle et le Mousquetaire. Donc oui, en fait, voilà, je trouve que oui, c'est satisfaisant en fait, le mobile et l'identité du coupable, mais je trouve que l'autrice n'a pas disséminé assez d'indices pour que nous, on puisse se mettre, avoir une idée en fait du coupable et de son mobile. C'est vrai que quand on compare à Agatha Christie, on est quand même à chaque fois surpris de l'identité du coupable à chaque fois qu'Hercule Poirot termine son enquête, mais je trouve qu'il y a quand même des éléments, si on fait vraiment attention, que par exemple, voilà, on lit le livre, on lit le coupable et comment il en est arrivé là, enfin bref. Et puis ensuite, quand on reprend en fait et qu'on connaît cette identité de coupable et qu'on reprend le roman de zéro et que donc on sait à quoi on doit faire attention, tous les éléments sont vraiment comment dire, présent dans l'enquête. Donc vraiment, Agatha Christie, elle dissémine. Faudrait que j'arrête d'utiliser des mots compliqués à prononcer, mais elle place comme ça dans son intrigue de temps en temps des éléments qui permettent, si on est vraiment attentif, de nous mettre sur la piste du meurtrier. Là, comme je l'ai dit, à part 2 petits éléments, mais tellement anecdotiques, on n'aurait pas pu en fait trouver l'identité du coupable, ou alors il fallait vraiment qu'on ait un bol monstre parce que bah en fait c'était un petit peu de la loterie en fait. Et donc ça je trouve ça, alors je dis pas que ça gâche ma lecture et ça gâche le final et l'avis que j'ai globalement de ce livre, mais je trouve quand même qu'il y a ce petit manque en fait, où je trouve que le récit général aurait peut-être pu être un petit peu plus travaillé, ou en tout cas que des indices auraient pu être un petit peu plus placés dans l'intrigue pour vraiment nous mettre sur la piste, ou pour a posteriori, quand on a l'identité du coupable, de dire mais oui, mais en fait, ouais, elle a trop raison Joséphine, en effet, cet élément-là, et que du coup, voilà, que à la fin, en face, on calcule en fait A plus B plus C plus D, et dire ben ouais, mais en fait, c'était évident, c'était sous le nez depuis le début, et finalement, je m'en suis pas rendu compte. Et ça, je trouve que si j'avais eu cette impression à la fin, ce roman aurait été vraiment un roman parfait. Bon, pas non plus un 20 sur 20, mais au moins un très bon roman. Or là, je trouve que la fin m'a laissé un petit peu... Ouais, je suis convaincue, mais... Voilà, je suis sur un oui mais final. Quoi qu'il en soit, malgré ce petit élément voilà, à la fin qui m'a dérangée, j'ai trouvé que c'était un excellent roman. C'est bien rythmé, c'est drôle, les personnages sont intéressants, leur relation est très chouette, il y a une pointe d'amour entre les 2 personnages principaux, c'est vraiment très chouette. Les autres personnages qui gravitent autour de la demoiselle et du mousquetaire sont soit caricaturaux, soit vraiment très burlesques, soit vraiment au niveau, un caractère vraiment très poussé à l'extrême, mais je trouve que voilà, ça fait le taf, on est dans un cozy mystery. Je trouve que l'univers est bien développé, c'est vraiment un très chouette livre, c'était vraiment une très chouette histoire. Il y a tout ce que j'apprécie dans le cozy mystery. Et là, on a le côté également historique supplémentaire qui, moi, me plaît énormément. J'aime bien les romans historiques. En plus, là, ça se passe sous la période de Louis XIV, qui est l'une de mes périodes historiques préférées parmi toutes. Voilà. Par exemple, moi, j'adore la Renaissance, notamment la Renaissance italienne, 15e siècle, 16e siècle. Même le 14e en fait, ouais, 14, 15, 16e siècle, mais c'est vrai que la période en France sous Louis XIV,
c'est aussi une des périodes que j'adore et donc bah, ça me fait énormément plaisir en fait d'être plongée dans ce contexte historique et voilà, comme je l'ai dit, l'ambiance, le rythme, la plume qui est quand même assez drôle, les relations entre les personnages. Pour moi, je trouve que c'était une très chouette lecture, donc je continuerai la saga, c'est sûr et certain, et j'espère que bah, dans le prochain roman, le final sera du coup un petit peu mieux. Je me rappelle plus dans le premier si j'avais eu cette sensation alors oui, je me souviens que j'avais totalement été convaincue par la fin et l'identité du coupable dans le premier, mais je me souviens plus si j'avais eu aussi cette sensation de out of nowhere au niveau des éléments du mobile et du comment est-ce que le meurtre a été réalisé. Je sais plus. Donc écoutez, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, bonne lecture et honnêtement bah, si vous aimez bien les cozy mysteries, si vous aimez bien également les romans historiques, bah, je ne peux que vous inviter à découvrir du coup la saga La Demoiselle et le Mousquetaire de S.D. Fisher. Vous retrouverez ces livres là sur Amazon, vous pouvez les télécharger soit sur Kindle soit en physique comme ici et le prix c'est 15 €, donc je trouve que ça va pour un roman auto-édité. Je trouve que voilà, c'est un grand format en plus par rapport à un livre de poche. Voilà, enfin, c'est un grand format, c'est plus grand qu'un livre de poche et je trouve que le travail éditorial est très bien fait. J'adore la couverture, j'aime vraiment bien moi ce genre de petite couverture, c'est pastel, c'est beau, j'aime vraiment bien. Voilà, au niveau de sous toutes les coutures. La couverture est un petit peu pas rigide, comment on dit, molle. Elle n'est pas molle, mais bon, vous voyez, voilà, la couverture est comme ça. Et le papier, j'aime bien, c'est un papier relativement épais, bien blanc, c'est pas du papier recyclé, relativement épais. La mise en page, moi j'aime bien. Non, mais franchement, niveau éditorial, c'est très bien fait, donc écoutez. Si ça vous intéresse, je ne peux que vous recommander de découvrir cette saga. Voilà donc pour ma lecture terminée. Alors, j'avais envie, en fait, j'avais envie de vous faire un petit point culture sur le marque-page que j'avais utilisé pour ma lecture parce que je le trouve, déjà je le trouve super beau. Voilà, et puis il y a quand même des petites choses intéressantes à dire. Donc j'avais choisi ce marque-page parce que, bon là c'est totalement anachronique, on est sur une scène du 19e siècle pour un roman qui se passe du coup au 17e, 18e. Louis XIV, c'est 1661-1715. Donc c'est la Noémie du montage. Alors, juste petite précision par rapport aux dates que je viens de mentionner. Alors, c'est pas vrai, mais c'est pas faux en même temps. Parce qu'en réalité, le règne effectif de Louis XIV, donc les dates, c'est 1643 à 1715. Donc, soit de la mort de son père Louis XIII à sa mort à lui. Mais il y a eu plein de péripéties historiques entre. Il y a eu notamment la régence de sa mère. Et en fait, la date de 1661 est surtout retenue parce que c'est la date de la mort de Mazarin, donc qui est mort le 9 mars 1661. Et en fait, la première décision de Louis XIV à la mort de Mazarin, qui était son premier ministre, a été de supprimer la fonction de ministre principal, donc de premier ministre, et de prendre personnellement le contrôle du gouvernement. Et donc, du coup, la date 1661 est retenue dans le règne de Louis XIV comme une prise de pouvoir, en fait, le moment à partir duquel Louis XIV a décidé de régner seul sur la France, sans ministre, etc. Donc voilà, petite précision dans le petit point culture dans le point culture, bref, donc c'était faux, mais c'était pas faux non plus. Voilà, on n'est pas du tout sur la même période historique, mais parmi tous les marque-pages que j'ai, je trouvais que celui-là me faisait penser, voilà, à La Demoiselle et le Mousquetaire, à des personnes de la haute société qui dansent. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait faire le taf. Et donc cette toile, c'est une toile de Pierre-Auguste Renoir que vous pouvez retrouver au musée d'Orsay. Et elle s'intitule Danse à la ville. Et en fait, ce tableau, c'est un peu grandeur nature. Il fait hauteur 180 cm sur 90 cm. Et donc c'est vraiment en fait un grand tableau où les personnes sont limite grandeur nature, quoi. Et alors, ce tableau a un pendant qui est du coup Danse à la campagne, où vous avez également un couple qui danse. Mais donc ici, on est dans un intérieur bourgeois. Le couple est en train de danser une valse, parce que la valse, c'est
la seule danse où normalement il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais vu comment ils sont collés serrés, ils doivent danser une valse parce que c'est la seule danse qui se danse de manière aussi proche physiquement. Et cette toile, on voit quand même qu'elle a des teintes, c'est quand même assez froid au niveau de la palette utilisée. Et en fait, quand on voit son pendant, donc Danse à la campagne, je vous mettrai juste ici, voilà, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais on voit que le couple a l'air beaucoup plus enjoué que celui-ci. Et au niveau de la palette de couleurs, c'est beaucoup plus chatoyant. Il y a beaucoup plus de mouvement dans cette toile et beaucoup plus de chaleur au niveau des couleurs utilisées. Sinon, ce que j'avais aussi envie de vous dire à propos de ce marque-page, c'est par rapport à la femme en fait ici qui est... Voilà, la femme ici qui est représentée. En fait, c'est Suzanne Valadon qui a servi de modèle donc à Renoir. Et en fait, Suzanne Valadon, je trouve que c'est une personne qui est extrêmement intéressante. Elle a eu une vie, je trouve, incroyable, cette nana. En fait, c'est une dame qui est arrivée dans le milieu de l'art comme modèle. Donc en fait, elle a servi de modèle à énormément d'artistes du 19e siècle et du début du 20e siècle. Elle a été le modèle de Puvis de Chavannes, de Renoir, de Toulouse-Lautrec, de Edgar Degas. Elle a eu une relation intime avec, comment il s'appelle, Michel Outrio, je crois. Enfin bref, avec, en fait, son fils, c'est Maurice Utrio. Et du coup, elle a eu une relation intime avec le père de Maurice Utrio, qui est du coup un artiste. Elle a été... vraiment, elle a une vie un petit peu vraiment rocambolesque. Et cette Suzanne Valadon, donc elle est rentrée dans le milieu de l'art en tant que modèle et elle est elle-même devenue artiste peintre. Elle a fait des dessins, elle a fait des gravures, il me semble également, et elle a peint des tableaux. Notamment, elle est fortement connue pour ses portraits. Elle a fait énormément de portraits d'hommes et de femmes. Et en fait, elle a eu vraiment une vie dans ce milieu artistique que je trouve ouf pour une femme de l'époque. Alors bien évidemment, on lui prête... également plusieurs aventures avec différents artistes parce qu'elle a été modèle, mais on suppose modèle et plus si affinité avec d'autres artistes. Et je trouve que pour l'époque, c'est une femme qui avait une vie incroyable, quoi, qui se laissait pas faire par rapport au statut de la femme ou par exemple on dit oui attention on ne peut pas coucher hors du mariage nanana, et elle en fait elle avait l'air d'en avoir rien à faire. Elle avait l'air de kiffer sa vie, de vivre sa vie comme modèle et voilà, enfin je sais pas, je trouve que c'est un personnage historique hyper fascinant. Si vous ne connaissez pas Suzanne Valadon, franchement je vous invite à vous intéresser sur sa vie et son œuvre. Moi j'aime bien alors c'est pas mes peintures préférées de Suzanne Valadon, je suis pas fan à 100%, mais je trouve qu'elle a quand même, enfin pour quelqu'un qui n'a pas eu une formation académique et qui est arrivé en fait dans le milieu artistique de base comme modèle et puis ensuite elle a dévié vers être artiste elle-même, je trouve qu'elle a quand même un chouette talent. Ses toiles, on remarque tout de suite que c'est elle qui les peint, enfin je trouve qu'elle a un style artistique extrêmement reconnaissable. Je trouve ça intéressant, j'aime bien, il y avait une exposition d'ailleurs sur elle cette année, donc en 2025 au Centre Pompidou à Paris. Alors je n'ai pas été la voir malheureusement, j'aurais bien aimé mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais c'est vrai que ces peintures sont... Ouais, je suis pas fan, mais je trouve ça intéressant. Voilà, et je trouve qu'elle a, comme je l'ai dit, un style très particulier. Mais moi, ce que j'aime énormément chez Suzanne Valadon, c'est sa vie, en fait. Je trouve que elle a une vie incroyable. C'est hyper intéressant et je trouve que pour une femme à cette époque, elle est ouf, elle est vraiment incroyable. Et donc voilà, c'est Suzanne Valadon qui a servi de modèle pour cette toile de Danse à la ville de Pierre-Auguste Renoir. Donc voilà pour le point culturel autour de ce marque-page, un peu rapide, mais j'aime beaucoup ce tableau. Vous pouvez le voir à Orsay, donc il est avec son pendant, donc Danse à la campagne, et c'est hyper impressionnant de les voir. Et en plus, moi, Renoir, c'est un peintre que j'aime vraiment beaucoup. Lui aussi, pour le coup, il a une patte artistique très rapidement reconnaissable. Dès qu'on voit un tableau, on sait dire « Ah, ça, c'est du Renoir », parce que c'est un chouette peintre. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette toile, et c'est encore plus beau en vrai, bien évidemment, c'est tout le jeu du drapé ici de la robe. Je la trouve magnifique. Et le tableau en entier, ressemble à ça. Et ici, le détail, vraiment du bas de la robe avec la traîne. Je trouve ça trop beau. Et sinon, au niveau du modèle,
Parce que je sais que c'est un... Je me demande si c'est pas le beau-frère de Renoir qui a servi de modèle pour le monsieur derrière, mais bon, on voit pas son visage, donc c'est pas très important. Retenez, Suzanne Valadon, et franchement, allez, si ça vous intéresse, allez vous documenter sur elle. Franchement, cette femme était incroyable. Voilà donc pour le Power Culture de ce petit marque-page. Et en parlant de marque-page, j'ai également de nouveaux marque-pages à vous présenter parce que aujourd'hui je suis allée boire un petit café avec Sophie, donc ma copine de book club Les Épilogues de Sceaux, et elle est partie en vacances. Elle est allée notamment à Pau, elle a visité le château de Pau et elle a trouvé 2 marque-pages qu'elle m'a du coup offert. Alors le premier, c'est un dessin vu de la ville et du château de Pau de Louis-François le Jeune. Donc c'est un dessin à la plume, encre grise et brune, lavis brun et gris, rose de blanc sur papier verger ivoire. Voilà. Donc en fait on voit là la représentation du château de Pau en arrière-plan d'une scène avec des paysans. Voilà. Et le dessin ressemble à ça. Voilà, donc c'est un dessin assez large, enfin assez long quoi, en horizontal. Et du coup, moi le détail que j'ai, c'est cette partie ici. Voilà, donc trop chouette, trop beau. Et alors celui-là, je le trouve fascinant parce qu'en fait, c'est le détail du jeu d'échecs et de trick-track. Je sais pas du tout c'est quoi le jeu du trick-track, mais bon. Jeu d'échecs et de trick-track d'Henri IV. C'est un détail et donc au niveau de la matérialité, c'est noyé, incrusté d'ivoire et de nacre avec des éléments teintés de vert. Voilà, qui est du coup visible au Musée national du château de Pau. Et je trouve que c'est incroyablement beau. Au début, moi, je pensais que c'était soit un plafond, soit un sol, mais non, c'est un jeu d'échecs. Et ce que j'adore au niveau des détails, c'est les pièces blanches qui sont gravées comme ça de petites figures. C'est trop beau. Franchement, cet objet, il doit être vraiment impressionnant à voir en vrai. Voilà, et là, on voit un peu les détails de donc incrustation de nacre. Là, c'est de l'ivoire. Et les trucs verts, donc dans les petites fleurs pour les cases noires. Voilà. Donc de nouveau, chouette marque-page qui rejoignent ma collection. Je suis trop contente. Celui-là, je vais bientôt le... Je pense que ça va être dans ma prochaine lecture, je vais l'utiliser. En tout cas, ma prochaine lecture physique. Parce que après avoir terminé La Dame et le Mousquetaire, j'ai bien évidemment entamé un nouveau livre. Et comme je l'avais promis dans le précédent rush, je me suis tournée vers un livre pour le prix des pages de l'étrange pour le festival Étrange Grande. Et donc, c'est des livres que je lis sur Kindle, donc pas de lecture physique papier. Alors, j'ai finalement choisi donc l'un des 4 livres qui me restent à lire. Oui, parce qu'il y a 6 livres en tout, j'en ai déjà lu 2. Et j'ai choisi de lire Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Voilà la couverture. Alors, Morgane Cossarieux, apparemment, c'est une goth dans le domaine de tout ce qui est roman lié aux vampires, aux monstres, etc. horrifique. J'avoue, moi, ce n'est pas du tout le genre que je lis d'habitude, donc je ne connaissais pas cette dame, mais vraiment, apparemment, c'est genre le... Enfin, voilà, elle a été récompensée, je pense, par le prix des Imaginales l'année... Non, 2023. Enfin bref, apparemment, c'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le game. Et Vincent Tassi, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû me renseigner sur lui également. Mais voilà, apparemment, c'est des 2 personnes, enfin voilà, en tout cas Morgane Cossarieux, c'est une personne qui pèse dans le game au niveau de la littérature fantasy liée aux vampires horrifiques. Voilà, littérature fantasy horrifique. Et donc dans ce livre Festin de larmes, on va suivre Aubrey qui s'appelle. En fait, il va écrire des lettres à quelqu'un. Je sais pas qui, je sais pas si on le dit, j'avoue, enfin bref, il écrit des lettres à quelqu'un. Et donc ça va être un récit épistolaire dans lequel il va raconter un épisode pas très chouette de sa vie, il a l'air, parce que je pense qu'il est un peu à l'article de la mort. Et apparemment, il aurait rencontré quelqu'un qui n'est pas très recommandable et qui lui aurait apparemment détruit la vie, enfin bref. Et donc il va expliquer un petit peu comment il a rencontré cette personne. Et en fait, on va apprendre que Aubrey avait une sœur jumelle qui est malheureusement décédée. Et suite au décès de sa sœur, sa famille a un petit peu sombré dans la dépression. Donc son père a noyé son chagrin dans l'alcool. Et sa mère s'est liée d'amitié avec un certain... Ce qui serait pas Marquis. Je sais plus.
avec une certaine personne qui vient lui rendre visite tous les soirs. Et en fait, depuis que cette personne lui rend visite, son état de santé se détériore plus. Et donc, on se doute, parce que Aubrey, lui, assiste au déclin de sa mère. Et bah, forcément, il accuse ce fameux monsieur qui vient lui rendre visite tous les soirs. Et on comprend que voilà, il y a quelque chose de très louche avec ce monsieur. Alors, je sais pas trop qui il est, je sais pas trop voilà, qu'est-ce qu'est ce monsieur, mais vu l'endroit où ça se passe, donc on est en New Orleans, Nouvelle-Orléans, oui. Et vu le profil de l'autrice, je me doute que ça doit être sans doute un vampire qui du coup vampirise la maman d'Aubrey. Enfin voilà, qu'on va être plongé en fait dans un univers totalement surnaturel. On a déjà abordé dans le roman tout ce qui était vaudou, la culture vaudou, mais je me doute que ça va aller beaucoup plus loin que la culture vaudou et qu'on va sans doute avoir affaire à une créature horrifique, je suppose un vampire, pardon, mais bon, à voir. Mais en tout cas, voilà un petit peu le postulat du départ du livre. Alors, je suis un petit peu le cul entre deux chaises par rapport à cette lecture. Parce que je trouve que l'ambiance est intéressante. Donc, on est dans un roman très style gothique, à l'ambiance un peu horrifique. On est à la Nouvelle-Orléans. Donc, moi, j'adore l'univers de la Nouvelle-Orléans. On parle de... Comment elle s'appelait la dame qui a fait plein de meurtres. Je sais plus, bref, comment elle s'appelait cette dame. Mais on est dans cette ambiance, vous savez, de la Nouvelle-Orléans, très baignée par le surréalisme, par le vaudou, par les personnes qui ont fait énormément de crimes, qui ont tué énormément de gens à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, c'est très particulier. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. J'aime beaucoup voilà, quand ça tourne autour du vaudou, quand ça tourne autour voilà, des éléments surnaturels, de personnes qui ont été extrêmement sanglantes dans le passé, qui ont fait énormément de crimes, et puis ensuite qu'on parle de l'esprit qui revient, de l'esprit qui hante une maison, enfin voilà, cet univers un petit peu horrifique, ésotérique comme ça, j'aime beaucoup. C'est un petit style également dans le style d'écriture, un petit peu à la Frankenstein, à la Dracula, etc. Donc je trouve ça intéressant. L'idée de base est intéressante, en tout cas voilà, le postulat de base du roman, mais je sais pas pourquoi, au niveau du style, je sais pas, j'accroche pas trop. J'ai vraiment l'impression en fait d'être dans une parodie de romans d'horreur, de films d'horreur, et d'être en fait dans un mauvais roman. Je sais pas si vous voyez un peu le style où, par exemple, j'ai l'impression en fait d'être dans l'équivalent littéraire d'un Scary Movie. Donc vous voyez un petit peu ce film d'horreur qui se prend pas trop au sérieux, qui est n'importe quoi, et au final ça en fait pas un mauvais film, mais un mauvais film d'horreur, quoi, parce que c'est... Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, j'ai l'impression de lire un mauvais roman. Alors, je veux pas... je sais que ça paraît cru et hyper méchant de dire ça comme ça. Après, je ne suis pas du tout une lectrice du genre fantasy, du genre horreur, etc. Donc, si ça tombe, là, je suis en train de grandement insulter l'autrice et le livre, parce que si ça tombe, c'est un chef-d'œuvre du style. Je n'en ai aucune idée, vu que je ne lis pas du tout ce genre. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, en tant que novice, en tant que personne qui n'y connaît rien à ce genre de littérature, d'être face à un roman mal écrit, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je n'accroche pas du tout au style. J'ai vraiment du mal avec... avec comment l'histoire est contée, avec peut-être la naïveté et l'étrangeté du narrateur, avec également l'étrangeté des personnages qui y sont décrits. Et en fait, je sais pas, je trouve ça très lent. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas. J'ai envie de secouer les personnages en disant bon mes gars, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, mais bouge ton cul, va voir la personne qui rend malade ta mère et confronte-la, quoi. En fait, bouge-toi les fesses. Enfin, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il est là en tant que spectateur à nous expliquer comment ça se passe, à être oui, et ma maman, et nanani, et je sais très bien que c'est le marquis, mais je ne peux pas... Enfin, je sais pas, c'est la manière dont c'est écrit, de la manière dont c'est compté, ouais. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être face à un roman hyper mal écrit, et voilà. Mais je pense clairement que c'est parce que je n'y connais rien à ce genre, et donc forcément je n'ai aucun
aucune connaissance, aucune expertise pour dire si c'est une bonne histoire ou une mauvaise histoire. Mais moi, avec mon expérience de lectrice qui est plutôt lecture policier, thriller, polar, cozy mystery, roman japonais, peut-être de temps en temps des romances, je sais pas, ça me donne l'impression d'être dans un roman mauvais. Voilà. Alors, ne sortons pas les trucs de son contexte. Hein. Je ne suis pas en train de, moi, dire que ce roman est mauvais, je dis juste, c'est l'impression que ça me donne. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de point de comparaison, donc écoutez, je ne sais pas. Je suis à la page 59, j'ai lu, attendez, 16% du récit seulement. Mais je vous avoue que je galère un peu, enfin franchement, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Je vous jure, c'est un peu triste parce que j'ai l'impression de pas donner sa chance au produit, mais j'ai du mal en fait avec la narration, j'ai du mal avec la plume, et je sais pas, ça a l'air lent, et les personnages, je vous dis, j'ai envie de les secouer, quoi. Et cette lenteur, cette description, alors c'est bien écrit dans le sens où les phrases sont belles, ça a l'air d'être très onirique, ça a l'air d'être un roman qui va prendre son temps, mais j'accroche pas avec ce style, quoi, vraiment. Et à chaque fois que je dois y retourner le matin, donc je le lis principalement le matin dans le bus, parce qu'en fait le soir je trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour faire autre chose dans le bus. Aller voir des sites de bijoux en ligne, aller voir des sites de papeterie en ligne que je fais pendant mon chemin retour au travail, de retour à la maison après le travail. Parce que, ouais, et le matin, pareil, pour m'y mettre, je préfère répondre à mes messages Instagram plutôt que d'ouvrir ma Kindle et le lire. Et le soir, très souvent, je fais autre chose. Notamment, pour l'instant, je me suis remise au mot mêlé. Voilà. Plutôt que de sortir mon livre, quoi, parce que, ouais, je sais pas, j'accroche pas. Donc, écoutez, je vais essayer de me mettre un coup de pied au cul, moi, de même, pour essayer d'avancer un petit peu ce week-end. Donc demain c'est dimanche et je n'ai absolument rien à faire, donc j'aimerais bien lire toute la journée. Et écoutez, j'espère revenir avec un avis peut-être un petit peu plus positif, ou je ne sais pas, même s'il est négatif, mais en tout cas un avis peut-être un petit peu plus construit, un petit peu plus... avec plus d'arguments, plus de nuances, etc., de pouvoir un peu mieux expliquer ma situation et ce que je pense de ce livre-là. Mais voilà, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trop envie de retourner à ma lecture. Je trouve ça un petit peu, l'équivalent de Scary Movie, quoi. Voilà, donc pas un film trop ouf, voilà. Je sais pas, écoutez. C'est là-dessus que je vais clôturer ce rush et je reviendrai vers vous demain ou lundi pour clôturer ce vlog et vous donner un avis un petit peu plus, je sais pas, enfin en tout cas je vais essayer d'avancer dans ma lecture pour vous faire un petit update lecture à ce sujet. Voilà, je vous dis donc à plus tard. Je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog avec un update lecture parce que la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux et je vous avais dit que j'étais pas très enjouée à cette lecture, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que je l'ai abandonné. Alors, j'ai lu 54% du bouquin, donc j'ai quand même bien avancé. Mais clairement, je n'en pouvais plus. Du coup, parlons des choses dans l'ordre. Donc je vous avais dit dans le précédent rush que je trouvais que le récit était très lent, que les personnages... j'avais envie de leur donner des claques aux fesses, quoi, pour les faire avancer, pour leur donner un petit peu de dynamisme. Et que je trouvais... que j'avais l'impression en tout cas que le roman était... mal écrit, j'avais l'impression d'être dans un mauvais roman, quoi, d'être dans une parodie de romans qui n'étaient pas, voilà.
Et en fait, bah, cette sensation ne m'a pas quittée pendant toute ma lecture. Alors j'ai vraiment essayé de faire abstraction à mon sentiment en me disant allez Noémie, vas-y, donne-y de la bonne volonté et let's go. Mais clairement, après 54%, je n'en pouvais plus. C'était une véritable torture. Je trouve qu'on n'avance pas, en fait, dans ce roman. La dernière fois que je vous avais pris, je sais plus à combien de pourcents j'étais. Mais bref, entre du coup le rush précédent et les 54%, on n'avance pas. Clairement, on n'avance pas, le rythme est extrêmement lent, les personnages sont de plus en plus insupportables parce qu'ils sont vraiment, ils sont antipathiques quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à m'accrocher à eux. Je les ai trouvés déjà d'un chiant au possible, d'un glauquissime, d'un malsain. Et pareil, l'histoire a un tout petit peu avancé quand même si c'était... Enfin, c'est pas une énorme avancée, quoi. C'est pas un énorme bond en avant et l'histoire n'a pas pris ses bottes de lieu et n'a pas avancé voilà, de manière exponentielle. Il y a eu quand même une avancée, mais vraiment toute petite. Et alors, mais cette avancée était d'un glauquissime. Oh là là, vraiment, il y a des moments où j'étais dans le roman et je trouvais ça mais malsain. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ajoute ces scènes et qu'on ajoute ces descriptions et qu'on ajoute tout simplement cette action, notamment autour d'un personnage. Ah, c'était... Ah, ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a dégoûtée. J'étais vraiment... Je lisais ça, j'étais... Allez, vite qu'on passe. Et puis au final... Ça tournait un peu toujours autour de cette thématique parce que ça a un impact sur l'histoire et donc on ne peut pas la mettre de côté, etc. Il faut vraiment l'inclure dans la suite de l'histoire et j'ai trouvé ça d'un malsain. Enfin, ça m'a... bref, m'a mis mal à l'aise. En plus de ça, les deux personnages principaux, donc le marquis, là, qu'on suppose qu'il est vampire, et Aubrey, oh, qu'est-ce qui me saoule! Horrible, franchement, horrible, j'en avais trop marre, j'étais en PLS dans mon lit en train de lire, on était dimanche matin, enfin en fin de matinée quand j'ai bien avancé comme ça dans le roman et je me voyais pas lire le reste de l'après-midi ce livre. Franchement, j'étais là, non, j'abandonne, c'est un calvaire, c'est une torture, je prends pas de plaisir, je n'aime pas ce livre, je trouve ça malsain, les personnages me dégoûtent, les personnages... bref. Donc j'ai décidé d'abandonner pour mon bien-être physique, mental, tout ce que vous voulez. Et j'avais tellement pas envie de continuer la lecture que je me suis dit, si je m'accroche, je vais tomber dans une panne de lecture. Donc autant abandonner et tant pis, ça fait également partie du jeu. Hein, donc voilà, après 54% de calvaire et de torture, j'ai arrêté du coup le festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Alors je pense clairement que je suis pas le public cible. Voilà, tout simplement, moi c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Je pense que c'est un sous-genre de la littérature fantastique horreur très particulier et je pense qu'il faut vraiment être un public très ciblé et il faut aimer, voilà, ce genre de livre. Je pense que si ça avait été un petit peu moins niche, que ça avait été peut-être de la littérature fantastique horreur un petit peu plus grand public, je pense que j'aurais pu trouver mon plaisir. Là, clairement, je ne suis pas du tout le public cible. Et donc, c'est un avis négatif pour moi, c'est un abandon, mais tout simplement parce que je ne suis pas le public pour ce livre. Je ne lis pas beaucoup de fantastique, je ne connais pas ces auteurs, donc clairement, peut-être que je passe vraiment à côté de quelque chose. Peut-être, comme je l'ai dit dans le précédent rush, peut-être que c'est un livre... incroyable dans le genre et que les auteurs c'est des goats comme j'aime le dire, mais voilà, moi en tout cas ça l'a pas du tout fait, je suis pas du tout le public cible, donc voilà, vaut mieux que je passe mon chemin plutôt que de continuer la torture et d'avoir peut-être un avis hyper tranché et hyper négatif et peut-être pas j'ai pas pas à la hauteur de ce livre. Après ça reste mon avis, j'ai le droit de le critiquer, voilà, même si voilà. Mais en résumé, je vais pas m'acharner parce que je pense clairement que je ne suis pas le public cible pour ce livre-là. Voilà donc pour mon avis final. Alors, juste après avoir abandonné Festin de larmes, j'ai continué avec un autre livre pour le prix donc des pages de l'étrange pour le festival Étrange Grande qui s'appelle Attendez, je vais mettre la couverture. J'ai lu 8% du bouquin. Attendez, je laisse le suspense traîner sur le temps que je trouve la couverture. Voilà, donc j'ai enchaîné tout de suite avec Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian,
si je le prononce bien, j'espère ne pas écorcher le nom de l'auteur. Voilà, c'est également un livre qui fait partie donc des candidats potentiels pour être le lauréat du prix des pages de l'étrange, donc pour le festival Étrange Grande qui se déroulera à Étange Grande, qui est une ville entre Metz et le Luxembourg, les 20 et 21 septembre prochains. Et en fait, ce livre-là, j'ai lu 8%. Et je l'ai également abandonné. Alors, je suis vraiment une jury en carton, mais en fait, on a reçu un message sur le groupe donc des différents jurys littéraires dont la personne responsable demandait de donner les avis pour le 7 ou le 8 septembre, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, comme il me reste 3 livres à lire, que je travaille, que voilà, il y a pas mal de rebondissements dans ma vie en ce moment, donc du coup je n'ai pas énormément de temps à dédier à la lecture. En plus là, tous mes week-ends vont être occupés, donc je peux même pas me poser et dire de lire un livre en une journée. Et quand j'ai vu la deadline qui nous a été annoncée là récemment, bah j'aurais pas pu terminer les bouquins, donc en fait j'ai écrit un mot d'excuse en disant que finalement je me retirais, un peu tardivement certes, mais je me retire comme jury pour le Grand Prix des pages de l'étrange, parce que bah, non seulement je n'aurai pas le temps de terminer les livres et je n'ai pas envie non plus de les lire en diagonale exprès ou de gâcher ma lecture, parce que j'ai quand même si j'abandonne des livres, ben je les abandonne en tout état de cause, en tout état de conscience plutôt, où je suis là, je l'ai lu, j'ai quand même fait un effort, mais je remarque que le livre n'est pas fait pour moi, donc je prends la décision d'abandonner. Là, avec le stress de la deadline qui approche, potentiellement, je vais lire un livre un petit peu en diagonale, puis me dire, ah non, finalement, il me plaît pas, je vais passer à un autre, etc. Et voilà, j'avais pas envie d'être stressée à ce point de vue-là, et j'avais quand même envie de... Bah, si je les lis, c'est de prendre quand même mon temps, même si je prends pas de plaisir, ben voilà, de quand même... Enfin voilà, faire bien les choses mine de rien. Et en plus, un autre argument que j'ai avancé pour le fait que je me retire de ce jury, c'est tout simplement que je prends pas de plaisir, quoi. Je prends vraiment pas de plaisir. Alors là, oui, on va me dire, Noémie, t'as lu que 8% du livre. Ouais, on en connaît des livres qui sont nuls au début et puis au final qui se transforment, peut-être pas en coup de cœur, mais en bonne lecture. Exemple dans le genre que j'aime bien et que j'aime bien citer sur cette chaîne, parce que serait un vlog de Noémie sans parler non seulement de chat, mais également maintenant de Nicolas Lebel et du Capitaine Merlicht, n'est-ce pas? Quand je reprends mon expérience, donc c'était L'heure des fous, hein, c'est ça? Ouais. L'heure des fous de Nicolas Lebel. C'est un livre que j'ai pas du tout accroché pendant les 70 premières pages. Et si Sophie, ma copine de book club, donc les épilogues de Sceaux, ne m'avait pas dit écoute, accroche-toi Nono parce que tu verras après c'est vraiment bien, potentiellement que j'aurais abandonné ce livre. Voilà, donc on a des exemples de livres qui sont pas ouf au début et qui finalement se révèlent être une bonne surprise ou une bonne lecture. Donc là c'est clairement 8%, j'ai pas du tout laissé la chance au produit. Mais comme on a eu ce message, je n'aurais pas eu le temps de terminer la lecture et de ce livre et des autres livres à temps. Et je pense que vous l'avez vu si vous suivez mes vlogs de manière assidue. J'étais pas vraiment emballée de base par la sélection de ce prix. Donc c'est clair que je me suis engagée. C'est pas correct de ma part d'avoir autant traîné les pieds. C'est sûr, là j'ai ma grande part de responsabilité. J'aurais dû mieux faire les choses. Mais je pense qu'honnêtement, je pense que la finalité aurait été la même. Je pense que finalement, je me serais retirée beaucoup plus tôt, certes, mais je me serais retirée du jury parce que clairement, les livres qui sont sélectionnés, c'est pas ma came. C'est pas le genre que j'aime bien et je pense que ce ne sont pas des livres non plus grand public à ce point de vue-là. Je pense qu'il faut vraiment apprécier déjà de base le genre des différents livres pour pouvoir apprécier la lecture. Et moi, malheureusement, ça l'a pas fait. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal dans ma vie privée, j'ai eu pas mal de trucs qui m'ont un peu pris la tête. Et donc, du coup, j'avais pas du tout la tête à la lecture. Et j'ai surtout pas, en fait, depuis quelques semaines, le mood à me forcer de lire un livre. Je pense que si ma vie était un long fleuve tranquille, je pourrais me forcer en me disant bon bah c'est pas grave, je passe un mauvais moment, etc. Mais là, la lecture en ce moment, c'est vraiment devenu mon cocon. C'est compliqué à prononcer ce mot. C'est vraiment devenu ma bulle de pause en fait, où voilà, je mets mon cerveau en pause, je laisse ma vie, mes problèmes, etc. de côté, je lis et je kiffe ma vie. Et voilà, c'était pas le moment.
pour sortir ces livres parce que voilà, j'ai vraiment envie quand je lis en ce moment de me plonger dans quelque chose qui me fait vraiment du bien, qui me déconnecte totalement, qui me fait oublier mes soucis. Et voilà, donc pas le bon moment et peut-être pas les bons livres, donc voilà. En ce qui concerne Une valse pour les grotesques, qu'est-ce que ça raconte? Alors je sais qu'on est dans un monde en 2000, genre 35, enfin pas trop éloigné mais pas trop proche non plus, où il y a eu quelqu'un qui a accouché d'un faune, quelque chose comme ça, enfin bref. Si ça vous intéresse, honnêtement c'est la première fois que je fais ça, mais si ça vous intéresse, allez voir le résumé sur internet, parce que flemme d'essayer de me souvenir de ce que ça raconte, et je me suis pas renseignée en amont, donc voilà. Bref, Une valse pour les grotesques. Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian. Je vous laisserai aller voir le résumé si ça vous intéresse sur internet. Donc voilà pour un peu les livres que j'ai lus et surtout abandonnés ce week-end. Mais avant en fait d'enchaîner entre les deux livres, donc Festin de larmes et Une valse pour les grotesques, j'avais envie de me divertir, j'avais envie de passer un bon moment en lecture, et j'ai donc décidé de sortir 2 petites BD de ma palle pour me faire passer le temps. Et j'ai décidé de sortir des BD qui sont depuis plus d'1 an dans ma palle, parce qu'en fait c'est les BD de la Minute Belge. Voilà, je sais pas si vous connaissez la Minute Belge, mais en fait c'est apparemment c'est une petite série qui avait été diffusée à la télévision, et moi j'ai connu cette série parce qu'elle était, elle est toujours d'ailleurs, je pense que les vidéos existent toujours sur YouTube. Et en fait, c'est des petites vidéos hyper courtes qui commencent la Minute Belge, c'est la Minute Belge, tala 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 tala, tom tom, enfin bref, sur l'hymne national belge, avec un bon accent belge. Et en fait, ces petites vidéos, elle expliquait des expressions belges, donc par exemple baraki, kroll, paye, en stommeling ou d'autres trucs comme ça. Donc toutes les petites expressions belges que les autres francophones de ce monde ne comprennent pas sont expliquées dans des petites vidéos où on explique, ben voilà, en France vous dites cela, nous en Belgique on dit ceci, ça veut dire ceci, cela, et voilà, ceci explique cela, ou presque, c'est toujours la fin de... l'expression de fin de ces vidéos. Et donc en fait ces albums, c'est l'adaptation en fait en bande dessinée de ces petites vidéos humoristiques mais également instructives qui apprennent différentes expressions belges aux personnes qui ne parlent pas le belge. Et voilà, donc il y a 2 tomes. J'ai préféré en un sens le tome 1 au tome 2, parce qu'au tome 1 on est vraiment sur des explications de mots. Au tome 2 on a quelques explications de mots, mais on a également des explications thématiques. Donc par exemple on va avoir la thématique scolaire, parce qu'en France on dit farde pour classeur, on dit, donc vous dites trousse et plumier, et nous on dit encore un autre mot qui m'a échappé, enfin qui m'échappe là pour l'instant, parce que oui, nous on dit un fourre-tout ou une cassette en Belgique, et vous en France vous dites plus trousse et plumier. Une règle, en France on appelle règle, nous on dit latte en Belgique, donc voilà. Donc il y a c'est un peu moins focus sur un mot de vocabulaire comme peinte, ou une expression comme par exemple oui peut-être, qu'on dit beaucoup en Belgique, ou ne savoir de rien par exemple aussi, qui est une expression. Voilà, donc il y a un peu des deux, il y a les expressions et il y a les thématiques. Donc dans ce deuxième tome, je trouve qu'au niveau des mots, j'ai préféré le premier tome parce que là j'en connaissais beaucoup plus. Au deuxième tome, c'est vrai que c'était des expressions ou des mots, soit que j'avais déjà entendus mais que j'avais complètement zappé qu'ils étaient belges, soit c'est des mots dont je ne connaissais pas parce que c'est du vocabulaire un petit peu plus particulier, soit du vocabulaire vraiment utilisé qu'à Liège ou que à Bruxelles par notamment les personnes d'origine flamande ou qui ont de la famille flamande. Donc voilà. Mais franchement, c'est hyper drôle. Enfin, voilà, j'ai eu une préférence pour celui-là, mais globalement, les deux BD sont hyper drôles, quoi. Franchement, moi, ça m'a fait trop rire. Surtout le décalage où, en France, vous dites, où on a quelqu'un de la haute société, dites donc, cher ami, pourriez-vous me dire où vous avez mis ce verre de bière? Alors que le belge, il dit, dis chouk, elle est où ma pinte? Tu vois, donc on voit vraiment le bon belge un petit peu bien caricatural, hein, une fois, mais... c'est trop cool, et nous en tant que Belges, hein, on peut le dire, on a beaucoup d'autodérision, donc même si le personnage principal qui est un petit peu la figure typique du Belge est un petit peu un baraki,
Si vous savez pas ce que veut dire baraki, eh ben procurez-vous cette BD ou allez voir sur YouTube d'ailleurs. Donc on est un petit peu voilà caricaturé comme des barakis, mais c'est pas trop grave parce que bah, comme je vous l'ai dit, nous en Belgique on a beaucoup d'autodérision, donc c'est vrai que notre accent n'est pas très voilà, n'est pas très glorieux, hein. C'est vrai qu'on voilà, c'est un accent quoi, c'est un accent donc voilà. Ah bah tiens, tenez, regardez sur quelle page je tombe. Baraki. Et voilà. Dickeneck aussi, ça c'est un mot qui est fortement connu par les Français, notamment grâce au film hein, Dickeneck. Mais bon, voilà. Donc des petites expressions belges expliquées comme ça aux Français. Après, moi je dois bien avouer, ça m'a fait du bien en fait de me replonger dans ces livres, parce que c'est vrai que les dernières années, j'ai pas vécu en Belgique en fait, donc j'ai fait mes 2 dernières années d'études en France, à Paris, et puis ensuite j'ai directement déménagé au Luxembourg. Et c'est vrai que moi, avec mes belgicismes, bah déjà quand je parlais en France, bon, on se foutait réellement de ma gueule, notamment ma copine Lucie, que je salue si elle passe par là, se fout toujours de moi quand j'utilise mes expressions belges. Par exemple, elle adore quand je vais chez elle, quand je lui demande est-ce que je dois prendre mes essuies de bain avec, parce que bah, apparemment ça se dit pas en France, ça se dit serviette. Mais moi c'est des essuies, donc voilà, et donc elle adore, elle trouve ça très bucolique, et je suis l'équivalent d'un petit bouffon pour elle, voilà, parce que ça l'amuse, ça la divertit, ça la change un petit peu de sa capitale française, voilà, et c'est vrai qu'en France, voilà, les Français se moquent beaucoup, c'est un peu gênant parfois. Heureusement, comme je l'ai dit, moi personnellement, mais aussi en étant belge en général, on a quand même beaucoup d'autodérision, donc ça m'a pas trop dérangé. C'est juste casse-couille quand t'as quelqu'un, enfin que tu dis 70 dans la journée et que t'as je sais pas, la 50e personne qui se moque de toi parce que t'as dit 50 fois 70 dans la journée et qu'à chaque fois on se moque. Donc tu t'adaptes pour... Voilà, éviter un petit peu à la caisse par exemple qu'on dise « Oh vous êtes belge, oh, c'est marrant, nanani nanana ». Oui bon, ça va, fais-moi payer mes saucisses, j'ai envie de rentrer, j'ai faim quoi, enfin voilà quoi, bref. Et aussi, et il faut bien l'avouer, donc depuis que je suis aussi ici au Luxembourg ils appellent le français, donc forcément il y a, si tu as des connaissances belges ou que tu as des parents qui sont d'origine belge ou que tu habites près de la frontière, peut-être que tu as déjà entendu une fois ou deux les mots belges, mais c'est vrai que quand je parle à un luxembourgeois et que je commence à dire kroll, il est là, il sait pas de quoi je parle. Latte, il va penser à une latte peut-être du plancher, mais pas à une latte, une règle quoi. Et donc c'est vrai que je remarque que depuis maintenant, donc ça fait 6 ans que je suis au Luxembourg, plus 2 ans en France, donc depuis 8 ans maintenant, je change énormément mon vocabulaire. Je m'adapte en fait, je le dis en français, parce que au moins ça m'évite de devoir mettre quelqu'un dans l'embarras parce qu'il ne me comprend pas et qu'il n'ose pas me le dire, ou tout simplement voir totalement l'incompréhension dans les yeux et devoir lui expliquer, en fait je te demande une farde mais c'est un classeur quoi. Voilà, donc c'est vrai que moi pas me censure, mais je change quand même ma manière de parler pas mal depuis 8 ans. Et aussi, en fait, en n'entendant plus des expressions belges ou en ne les utilisant plus moi-même, parce qu'il y a parfois des expressions que j'utilise que avec mon papa ou avec ma famille, quoi. Du coup, c'est vrai que ça fait plus partie de mon quotidien. Par exemple, j'avais remarqué la dernière fois, je disais énormément mon chat et jouette, parce que le mot jouette, c'est également, et je l'ai appris dans cette BD, que c'était également une expression belge, et c'est vrai, en fait, j'avais pas remarqué que le mot jouette, je ne l'utilisais plus depuis 8 ans, ou alors je l'utilisais encore les premières années où j'étais à l'étranger, mais au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des expressions et des mots que j'utilise beaucoup moins. Et donc, ces livres-là m'ont un petit peu rappelé parfois des expressions qui étaient mon quotidien hein, quand j'étais plus jeune, et que j'ai oublié ou que je n'utilise plus, ou alors tout simplement il y a des expressions vraiment je ne savais pas que c'était belge, je les utilise en permanence et en fait j'ai jamais remarqué qu'en France on ne disait pas ça, donc voilà, c'était également pour moi qui connais la majorité de ces mots, c'était également une bonne... comment dire, une minute culturelle. Voilà, une minute belge qui m'a fait apprendre des mots, prendre conscience que des mots étaient belges, et j'ai appris des choses également. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture, très drôle, très divertissante, très instructive également. Et donc si vous voulez vous aussi parler le belge, je ne peux que vous recommander ces petits dictionnaires, donc la minute belge, qui sont vraiment très drôles, très instructifs comme je l'ai dit, et j'aime également énormément voilà.
J'aime bien la mise en page, j'aime bien les petits dessins. Et si vous avez la flemme de vous procurer ces BD, je vous mettrai peut-être la chaîne YouTube dans la description ou le lien vers quelques vidéos. Ainsi, vous pouvez aller voir ces petites vidéos qui sont quand même vachement plus drôles qu'en papier parce qu'il y a l'accent. Enfin voilà, quand le français parle, il a l'accent français. Et puis quand le belge parle, il a l'accent belge une fois. Bah oui, on se refait pas, on a l'accent belge en Belgique. Donc voilà. Écoutez, voilà pour les BD que j'ai lus, donc du coup, dimanche, entre mes deux livres, et dimanche soir, quand j'ai su que je n'allais plus faire partie du jury, et que j'étais donc libre et libérée de ces lectures obligatoires, j'ai sorti... Non, j'ai cassé ma pop, putain, fait chier. Pardon, désolée, je suis vulgaire, mais en fait, cette pop... elle arrête pas de tomber, elle ne tient pas. C'est, comment il s'appelle encore, Victor dans Les Noces Funèbres. J'adore ce personnage, même si je préfère Emily. Mais j'adore ce personnage. Et cette pop, elle ne tient pas. Et je me suis dit, un jour, elle va tomber, elle va se casser. Voilà. C'est pas en direct parce que vous l'avez pas vu, mais sachez qu'elle vient de se casser. Donc, super. Bref, c'est pas grave. Au moins, le petit chien, lui, il est toujours entier. Et Emily également. Ah, trop bien. Bon, Victor, écoute, il arrête pas de... il se suicide tout le temps, lui. Bref, donc je disais que après avoir terminé les deux BD, je me suis plongée dans un recueil de nouvelles. Alors du coup, je pense que j'avais quand même mauvaise conscience d'avoir abandonné le jury pour le festival Étrange Grande, parce que j'ai du coup sorti de ma palle en fait le recueil de nouvelles qui a été édité l'année passée pour le festival Étrange Grande édition plutôt 2024. Donc c'était la thématique de ce festival, c'était donc Génie du crime, c'était autour, donc ça rendait hommage à Arthur Conan Doyle et donc à Sherlock Holmes. Et donc à chaque fois une thématique en fait. Donc cette année la thématique du festival Étrange Grande c'est les créatures de la nuit, et donc le recueil de nouvelles va être ce sera une anthologie des créatures de la nuit quoi, enfin voilà. Je sais plus exactement l'autrice qui est mise à l'honneur cette année. Je vous mettrai son nom ici, mais c'est celle qui a écrit, il me semble, Entretien avec un vampire. Donc c'est cette autrice qui est mise à l'honneur, donc c'est la thématique du festival de cette année. Et donc le recueil de nouvelles va tourner autour de cette thématique-là. L'année passée, c'était les génies du crime. Donc voilà, le recueil de nouvelles tourne autour de cette thématique, génie du crime. Et donc on a plusieurs auteurs qui ont écrit des nouvelles. On a notamment des personnes qui font partie de l'atelier d'écriture. Voilà. Comme chaque année, dans le cadre de son atelier d'écriture, le festival Étrange Grande réunit des auteurs d'aujourd'hui et de demain afin d'imaginer de folles histoires dans tous les genres littéraires. Polar, fantasy, SF, avec pour cette 3e édition 2024 un invité de marque, R.J. Ellory, en personne, Roger, notre ami Roger. Et donc... voilà, donc la thématique génie du crime, donc les personnes qui font partie de l'atelier d'écriture ont écrit des nouvelles, et il y a également des auteurs invités qui ont été invités à écrire également des nouvelles qui font partie de ce recueil de nouvelles. Donc on a notamment Sonia Liu, R.J. Ellory et Sophie Loubière, il me semble. Non, je pensais. Ah si, Sophie Loubière, ouais. Donc 3 auteurs qui ont également écrit des petites nouvelles pour du coup ce recueil. Et voilà, comme c'est... Voilà, je l'avais acheté l'année passée au Festival Étrange Grande et je l'avais pas encore sorti de ma palle. Je me suis dit, avant de choisir ma prochaine lecture, je vais déjà entamer ce recueil de nouvelles et de temps en temps, j'en lirai une comme ça. J'ai déjà lu les 2 premières. J'ai beaucoup aimé la première, donc qui avait repris le personnage de Sherlock Holmes et du docteur Watson autour d'une énigme à résoudre, somme toute assez simple, mais j'ai bien aimé cette dynamique et cette manière de faire. C'était une chouette nouvelle, assez divertissante. La deuxième, je l'ai un peu moins aimée, j'ai un peu moins été convaincue. Après, c'était une nouvelle qui tournait autour de la pseudo-science-fiction, comme ça, fantasy, enfin je sais pas, c'était un truc, un genre voilà. Ça m'a un peu moins convaincue, non pas par le genre, mais un peu par la construction, parce que j'ai trouvé que c'était un peu facile et un peu rapide.
Bon, après, c'est format nouvelle, quoi. Bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop nouvelle, hein, j'en lis pas beaucoup, comme vous le savez si vous êtes des personnes qui me suivent depuis longtemps, hein, je ne lis pas beaucoup de nouvelles. Mais bon, franchement, ça fait le taf. Ça m'a moins convaincue, mais c'était pas non plus voilà, une catastrophe. C'est juste, voilà, j'ai pris un peu moins de plaisir à la lire, mais je l'ai quand même lu. Là, je vais sortir un livre de ma page, je sais pas encore lequel, mais je pense que les soirs ou alors les matins dans le bus, je lirai de temps en temps une petite nouvelle comme ça et j'espère le terminer avant le festival Étrange Grande qui est, mine de rien, ça approche, hein, tout doucement, mais sûrement ça approche. Et voilà, c'est là-dessus que je clôture cette 69e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez lu les différents livres que je vous ai présentés dans ce vlog et ce que vous en avez pensé. Et également n'hésitez pas à me dire si je vous ai titillé un petit peu, si je vous ai donné envie de découvrir l'un d'eux. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Également pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important, c'est vraiment le premier truc de soutien d'une chaîne YouTube, c'est l'abonnement et les commentaires, le partage, etc. Donc n'hésitez pas à faire tout cela. Et en attendant du coup de vous retrouver la semaine prochaine dans le 70e vlog, parce que oui, nous allons passer la barre des 70 vlogs. Et étant donné que je vous ai parlé de BD belge aujourd'hui et de belgicisme, je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous dire 70 dans cette vidéo parce que voilà, 70 pour les Français, voilà, c'est l'équivalent. Donc écoutez, tant que je peux le placer, je le place. Et en plus, dans ce vlog-ci, c'est totalement à propos. Donc du coup, voilà. Alors, je me répète, mais en attendant de vous retrouver dans le 70e vlog, donc le vlog de la semaine prochaine, hein, n'est-ce pas, une fois, comme toujours, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques une fois.